Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 17e séance sur GNU Linux. On va continuer avec de nouvelles commandes à vous présenter, à utiliser directement sur votre shell pour faire un peu de recherche, de tri. On va travailler sur différents fichiers, différentes données et on va regarder ça tous ensemble via le terminal. Alors on va directement passer ici. Je vais garder un répertoire parce que j'aurai besoin de temps en temps créer des petits fichiers pour pouvoir vous montrer bien évidemment les commandes que je vais vous présenter. Alors, petit rappel, très simple, petite parenthèse, évidemment, vous allez voir donc au fur et à mesure évidemment que nous allons avancer sur ce cours, il y aura beaucoup de commandes que nous allons voir. Ça ne sert absolument à rien pour maîtriser en tout cas le système de connaître toutes les commandes et encore moins de toutes les connaître par cœur, d'accord? Il y a des commandes que vous utiliserez tellement peu, voire pas du tout, que vous finirez par les oublier et c'est pas bien grave, de toute façon il y a des manuels qui permettent de très vite les retrouver et très vite revoir, se remémorer un petit peu leur utilisation. Donc voilà, n'essayez pas de forcément tout apprendre par cœur, ça n'a pas d'utilité. En tout cas, pour commencer ici, nous allons d'abord, pour débuter cette vidéo, travailler sur, on va dire, la recherche d'éléments avec quelques petites commandes très pratiques pour ça. La première chose, et on va dire la partie la plus simple, d'accord, ce que nous pouvons faire au plus simple, serait de rechercher par exemple l'exécutable, d'accord, d'un programme ou éventuellement ses pages de manuel. On avait vu précédemment quand on faisait par exemple man ls, on avait accès tout simplement au manuel, d'accord, de la commande ls. Donc c'est très pratique, ça nous permet de récupérer justement toutes les informations concernant les options qu'elle peut prendre, quelques exemples d'utilisation, etc., etc. Donc ça, faut évidemment prendre l'habitude de vous en servir, hein. Des pages de man, c'est vraiment très utile pour utiliser toutes les commandes ici du shell. Alors, nous on va par exemple chercher, je sais pas moi, pour ceux notamment par exemple qui programment avec le langage Python, on va chercher sur ce système Linux où se trouvent les exécutables en référence à Python. Et pour cela, je vais utiliser une commande que j'ai déjà montrée dans des vidéos précédentes mais que nous n'avions pas vu en détail, qui est la commande whereis. Et en faisant tout simplement Python ici, on retrouve tout un tas de chemins, ça nous retourne tout un tas de chemins vers des choses qui sont en tout cas associées à Python. Donc on peut retrouver user bin, etc. On a cet exemple là, on a cet exemple là, donc on voit du 2.7, on voit du 3.6, on voit même du 3.7, bref, il y a plusieurs choses différentes. On peut bien évidemment affiner la recherche en mettant ça, et là du coup ça ne concernera que Python 3. Et on voit par exemple que le système possède l'interpréteur Python 3.6, et on avait vu au départ qu'on avait aussi un interpréteur 2.7. Voilà. Alors ça, pour la petite parenthèse, c'est simplement que le système, hein, donc au niveau de la gestion du système, il utilise la version Python 2.7, hein, en tout cas ce système que j'ai ici pour les vidéos, et il y a également en plus une version 3.6 pour par exemple créer des scripts ou ce genre de choses. Voilà. Donc là, ça nous permet facilement de retrouver le chemin d'un exécutable qu'on voudrait récupérer. Alors ça peut servir, vous savez, ls est un programme, hein, d'accord, quand on utilisait la commande ls pour lister le contenu d'un répertoire. Si on fait bien évidemment whereis ls, je vais retrouver le fameux chemin qui me redirige vers la fameuse commande ls, donc qui est en fait un programme, d'accord, exécutable, qui peut être directement accessible ici dans le terminal. On retrouve sur ce deuxième chemin d'ailleurs bien la page de man en fait, hein, ce qui permet d'accéder au fameux manuel de ls. Plutôt pratique. Donc voilà, donc ça c'était le petit exemple que je voulais vous montrer. C'est la commande la plus simple, d'accord, pour retrouver par exemple des binaires, donc des exécutables, trouver des sources, trouver des pages de manuel par rapport voilà, aux choses que vous avez de présentes sur votre système. Maintenant on va aller plus loin, on va s'occuper surtout de fichiers, parce que ça c'est bien beau, mais on aimerait peut-être effectuer des recherches concernant des fichiers, notamment des fichiers utilisateurs, et comment on peut procéder pour ça. Alors GNU Linux, donc les distributions GNU Linux, possèdent une base de données, d'accord, qui est mise à jour tous les jours, en fait, tous les 24 heures, dans un fichier, d'accord, qui est le fichier de base de données qui en fait fonctionne, pour ceux qui connaissent Windows ou qui viennent de Windows ou qui s'en servent, fonctionne comme un index, d'accord. On a un index comme ça qui est actualisé voilà, tous les jours, qui permet en fait de récupérer tout simplement d'indexer tous les fichiers que nous avons sur le système. Et quand on va vouloir effectuer une recherche, plutôt que de faire une véritable recherche qui va parcourir l'ensemble de la hiérarchie de notre système, des répertoires, comme je rappelle on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein, quand on allait dans autre emplacement ordinateur et que je vous avais présenté un petit peu tout ça, à quoi servait chaque répertoire, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver, on va pouvoir à la place faire une recherche dans, alors je sais pas si on va pouvoir le voir ici en graphique, var lib mlocal, il est où, locate, voilà ici, et ce fichier là. D'accord, moi ici il fait 7,6 mégaoctets, donc il n'est pas très gros, mais c'est ce fichier là justement qui va nous permettre en fait d'avoir accès à cette fameuse base de données qui indexe l'ensemble des fichiers. Donc mlocate, voilà, il est ici, hein, si on le retrouve en ligne de commande. Donc une fois qu'on a ça, d'accord, on va pouvoir effectuer des recherches sur ce fichier là. Par exemple, je peux faire la commande locate, hein, donc c'est comme ça, c'est une autre commande que je vous présente ici, et rechercher quelque chose. Si on fait par exemple locate Python,
on voit que effectivement ce fichier-là contient tout un tas de choses liées à Python. Voilà, Python 3, on voit qu'il y a plein de plugins, de bibliothèques ou autres qui sont disponibles partout ici. Voilà. Alors maintenant, si je veux par exemple accéder à un fichier précis, d'accord, si je voulais accéder à quelque chose de précis, alors là j'aurais pas forcément d'exemple. Est-ce qu'en faisant, je suis pas du tout sûr d'avoir quelque chose qui revient. Je crois qu'on avait des fonds d'écran. Ah si, il me prend quand même des fonds d'écran ici, très bien. Alors share, le problème c'est que c'est tout ce qui est lié au thème. Alors je vérifie, attendez, user share, icône libre, ouais, voilà, c'est par rapport au système. Ok. On va avoir accès à tout ce qui est indexé par ce fichier. Alors, si vous venez par exemple de créer un fichier, un répertoire n'importe quoi, il ne va pas être indexé tout de suite en fait dans ce fichier mlocate.db qu'on avait vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, la mise à jour est faite toutes les 24 heures, grosso modo. Par contre, vous pouvez forcer cette mise à jour. Si vous voulez qu'il recrée en fait un index, donc en prenant en compte les nouveaux fichiers que vous avez pu éventuellement créer. Par exemple, ici je suis dans mon dossier personnel et je veux qu'il me prenne en compte ce fichier là que je vais créer. Donc on va mettre, je sais pas moi, mettre fic.txt. Je vais mettre des choses dedans, par exemple hello, bonjour, hi, etc. D'accord? J'enregistre ce fichier. Et si je veux le faire en prendre en compte directement plutôt que d'attendre toutes les 24 heures, je vais mettre à jour, d'accord, refaire l'indexation en fait de mon fameux fichier. Donc pour cela, en étant en super utilisateur, donc on va utiliser sudo ou sous en fonction évidemment de la distribution sur laquelle vous êtes, faire un update db. Et là, bon, il demande le mot de passe, c'est normal, voilà. Et là, il va mettre à jour. Bon, là, ça a été rapide puisque je l'avais mis en fait à jour. Il y a pas, enfin, je m'en sers pas beaucoup en fait ce système-là, donc il n'y a pas de nouveaux fichiers qui sont créés régulièrement parce que c'est un système virtualisé dont je me sers uniquement pour les vidéos de la chaîne. Donc évidemment, il n'a pas eu grand chose à indexer en plus, mais selon les cas, ça peut être de plus ou moins long. Si vous avez beaucoup de nouveaux fichiers qui ont été créés, des fichiers temporaires, tout ça, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps que ça. En tout cas, là, on est sûr de travailler du coup sur quelque chose de bien à jour. Et à partir de là, on pourra faire nos petites recherches en fonction. Donc voilà comment ça fonctionne pour ce type de recherche, basé encore une fois sur le fameux fichier, alors, voilà, ici, d'accord, le mlocate.db. Toute la recherche va se faire là-dedans, donc c'est évidemment très rapide comme recherche, puisqu'on n'a plus qu'à lire une base de données plutôt que de faire une véritable recherche. Alors ça, c'est évidemment assez limité comme possibilité, puisque si ce n'est pas dans cette base de données, bien évidemment vous ne pourrez pas retrouver le fichier en question. Donc comment procéder à une véritable recherche? C'est une autre commande. Donc ce n'est pas where is, ce n'est pas locate, mais c'est tout simplement la commande find. Voilà. Et find est une commande, une des plus importantes à connaître sur les systèmes Linux, qui est une commande très puissante, qui possède énormément de fonctionnalités, de possibilités, d'options, pour faire des recherches très précises, très minutieuses par rapport à quelque chose que vous voulez spécifiquement. Le moyen le plus simple de faire cette recherche, c'est tout simplement de mettre l'argument, donc enfin l'option -name, et de rechercher un nom précis. Par exemple, le fameux fic.txt que je viens de faire. Et on le retrouve ici, d'accord? Il me met donc le point, ça peut dire c'est le répertoire actuel, le répertoire courant, /fic.txt. Effectivement, si je fais ls, je retrouve mon fichier fic.txt, d'accord? Donc pas de problème, on le retrouve bien là. Si je fais maintenant par exemple doc, tout à l'heure on a vu qu'il y avait un fichier doc, et bien on voit que dans document, d'accord, donc dans document, j'ai un fichier doc.txt. On peut le vérifier, document, et on retrouve bien ça. Donc là, c'est un véritable parcours qui est fait, d'accord, dans des répertoires, des arborescences, tout ça, pour retrouver le fichier en question. On part pas sur un fichier d'indexation, une base de données, on fait véritablement une recherche. Donc en fonction de la recherche que vous devez faire, ça pourrait être plus ou moins long. On peut avoir des recherches très très lentes si vous cherchez quelque chose d'assez particulier. Donc, par exemple, de faire un, je sais pas moi, genre ceci, par exemple slash, donc toute la partie système, hein, sur tout le système, je cherche un fichier, tous les fichiers qui terminent par conf, admettons, voilà. On voit qu'il y en a beaucoup. Et du coup, là, ça ne s'arrête pas. Hein. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça peut prendre très longtemps. Alors, je vais l'arrêter avec un CTRL-C. Voilà. Donc on voit du coup qu'il y a plusieurs fichiers comme ça de configuration. Donc selon le cas, bien évidemment, la commande peut être très longue, évidemment. Alors comme on avait vu les flux de sortie, enfin les flux de redirection, pardon, vous pouvez évidemment stocker le résultat d'une recherche dans un fichier. Hein. D'accord ? Ça, je pense que maintenant les flux de redirection, on les a vus précédemment, vous savez les utiliser. Donc vous pouvez bien sûr récupérer le résultat de ce genre de commande pour l'enregistrer dans un fichier. Ça ne pose aucun problème. Donc voilà pour find, très pratique. On peut également préciser les choses avec d'autres paramètres. Si par exemple on veut, alors qu'est-ce qui peut être intéressant à vous montrer, qui me vient en tête, on a donc le fichier, le type de fichier, voilà, ça peut être intéressant. Vous savez que bon, sur Linux tout est fichier, comme je vous l'avais déjà dit, mais un répertoire c'est un fichier un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un fichier qui peut en contenir d'autres, d'accord? Il y a cette histoire comme ça de composition. Alors on peut distinguer l'un et l'autre. On peut très bien par exemple dire, je fais une recherche, mais
seulement sur un certain type. Par exemple, D pour un répertoire, F pour un fichier. Donc si je veux par exemple ceci, et passer le nom par exemple, alors je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir, icon, voilà, mettons, je fais ça, et je trouverai éventuellement, d'accord, des répertoires, selon donc un endroit, qui s'appelle icon. Donc là évidemment on n'en trouve pas grand chose. Voilà, si je le fais par contre sur comment dire, sur la partie système, là pour le coup il en trouve. Voilà. Alors on a plein de permissions non accordées, c'est normal, hein, parce qu'on fait des recherches dans les fichiers système. Donc si on n'est pas super utilisateur, évidemment on trouve pas tout ça. Et vous voyez que c'était pas fini, mais il a terminé les choses. Voilà, donc du coup il a pu retrouver un petit peu partout où il trouvait ces répertoires là. Éventuellement, alors je vais regarder un petit peu ce qu'il y avait, vite fait juste dans les noms comme ça, voir s'il avait fait effectivement proc, ouais c'est ça. C'est ça. Donc on a fait partout, var, proc, etc. en fonction. Voilà. Ok. Donc plusieurs possibilités. Hein. Le -name pour un nom, le -type pour un. Si on veut travailler seulement, faire des recherches sur des répertoires ou des fichiers, ça peut être pas mal à connaître. On a également, qu'est-ce qui peut servir aussi? Ah oui, on peut faire pour la taille de fichier. Par exemple, vous avez des fichiers qui prennent pas mal de place sur votre répertoire personnel, donc le fameux /home, d'accord, ou $home en majuscule, c'est-à-dire ça, d'accord, qui est une variable, ou alors /home, mais tout ce qui est variable on les verra plus tard quand on créera nos scripts en bash. On peut également faire des recherches précises, par exemple de dire là-dessus, sur mon répertoire home, tous les fichiers qui dépassent, admettons, enfin je sais pas moi, qui font 5 mégas, donc on va mettre 5M, comme ceci. Et là on aura éventuellement, alors s'il termine, parce que je vois que la commande est un peu long, voilà, bah là on retrouve, vous voyez, la vidéo ici, Sintel, donc j'avais dû montrer dans une autre vidéo, un média, et bien il nous indique qu'elle fait plus que ça, voilà, puisqu'elle passe ici dans la recherche, enfin dans le résultat en tout cas de recherche. Donc très pratique, d'accord, name, site, etc. Si vous voulez vérifier d'autres options, encore une fois, je peux pas tout vous montrer, bah, vous faites encore une fois un man de la commande et vous allez trouver toutes les options disponibles, il y en a énormément. Donc vous comprenez, je pense, pourquoi je pourrais pas tout vous montrer, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir avec Find. Voilà, vraiment énormément de choses. Voilà, là on a toutes les commandes ici. À Time par exemple, qui permet de voir un petit peu, je sais pas moi, un fichier par exemple qui a été édité, ou par exemple un fichier qui a été créé hier ou il y a quelques jours, ce genre de choses. On peut utiliser voilà l'option Time, très pratique pour ça. Et on en a plein d'autres. On a vraiment tout un tas. On peut vérifier par exemple le groupe, l'appartenance d'un fichier, ce genre de choses. Donc il y a vraiment tout un tas de possibilités en fait par rapport aux recherches que vous voulez faire. Donc moi je vais me contenter déjà de ça, ce sera pas mal au niveau de ce qu'on veut faire. Donc je rappelle, find, l'endroit où on veut faire la recherche éventuellement, donc on le met après le find du genre bah ici ou /home, /usr, etc. Ou par exemple dans documents, si je veux chercher dans mes documents je fais ça. Si je veux chercher dans mes images et que je suis sur mon répertoire personnel, je peux faire ça. Et puis après je cherche par exemple une image qui, je sais pas moi, s'appelle wallpaper. Bon il y en a pas qui s'appelle pile wallpaper, ok. Voilà, on trouvera pas. Je peux peut-être voir un petit peu. Hop. Ah oui d'accord, on a encore un répertoire dans wallpaper. Mais du coup, si on fait find dans image de -type d il va falloir évidemment, oui. Attendez. -name, voilà. Est-ce qu'il me le prend en compte? Oui voilà. Images wallpapers, donc il retrouve bien le répertoire par rapport à toutes les informations que je lui ai données. Donc on peut vérifier hein, pour voir ça bien fait. Images, on retrouve bien wallpaper, voilà, qui est un répertoire. Voilà, et wall-even, ouais, pour l'image que j'avais là. Ok, donc voilà pour Find, d'accord, ça vous met un petit peu un aperçu rapide, parce que encore une fois je peux pas tout voir, mais vous avez quand même déjà pas mal de quoi faire avec ça pour véritablement faire des recherches. Donc attention, encore une fois, selon l'endroit où vous faites vos recherches, ça peut être plus ou moins long. Si vous cherchez sur l'ensemble du système, par exemple sur /, ça peut être très long en fonction de ce que vous cherchez. Donc essayez de restreindre au maximum, évidemment, dans les choses logiques. Si c'est par rapport à un fichier personnel, a priori vous l'avez mis dans le dossier personnel. Donc c'est le home. Donc vous pouvez faire /home/ votre pseudo. D'accord, et faire la recherche là-dessus. Comme ça vous pouvez chercher un son, une vidéo, n'importe quoi. Et là, a priori ce sera plus logique, d'accord. Par exemple name, je sais pas moi, tout ce qui est en txt, voilà. Et là vous avez tous les fichiers texte de mon répertoire personnel, y compris dans les fichiers de config, donc tout ce qui est caché là. Voilà, donc on retrouve tout, hein, les res, etc. On voit même qu'il y a, regardez les répertoires de la comment ça s'appelle, de la corbeille, voilà, je vais y arriver. Trash, c'est la corbeille en fait du système. Donc on voit qu'il y a plein de trucs, j'avais supprimé tout ça, des anciennes vidéos. Voilà, tout est là. On retrouve également ça, parce que j'avais pas vidé la corbeille. Voilà.
Donc c'est vraiment très puissant, vous voyez, on va vraiment très très loin, le parcours se fait très très loin, donc faut pas du tout hésiter à se servir de ce genre de commande là. Donc ça c'était la partie recherche, d'accord, 3 commandes, hein, donc where is, locate, find, qui ont, comme vous voyez, 3 utilités différentes. Elles fonctionnent pas du tout de la même manière, et find est véritablement la commande la plus puissante, qui permet de tout trouver, hein, y compris ce que trouve where is et locate, hein, elle permet de faire un peu tout. Voilà, maintenant on va s'occuper de tout ce qui est... Alors il y a encore d'autres manières de faire plus ou moins des recherches, mais pas forcément que ça, et notamment une commande qui est aussi des plus importantes à connaître quand on manipule la ligne de commande sur Linux, qui est la commande grep. Ça c'est véritablement une des commandes les plus populaires, qui est absolument à connaître, d'accord, que vous finirez par connaître par cœur à force, parce que si vous vous servez de la ligne de commande régulièrement, vous aurez très souvent besoin d'utiliser cette commande-là, qui va donc faire des recherches aussi, mais pour surtout, par exemple, filtrer ou extraire des données, d'accord. On va dire, j'utilise grep pour chercher dans des documents, par exemple, une certaine information, mais il va pas se contenter d'afficher par exemple un résultat, une liste ou autre, il va récupérer l'information sur laquelle nous allons pouvoir travailler éventuellement. Donc si on fait que l'afficher dans le terminal, on n'en fera rien, et si on décide d'en faire quelque chose, eh bien on pourra exploiter cette information. Alors par exemple, le fichier de tout à l'heure qu'on avait créé, la fic, vous voyez on a mis des noms comme ça, d'accord, un nom comme ça par ligne. Si je veux chercher, par exemple, grep, donc on va utiliser en fait un test par défaut, de dire, je vais filtrer le mot bonjour, d'accord, que je vais chercher dans mon fichier fic. Voilà, donc je suis toujours sur mon répertoire personnel. Si je fais ça, il me le retourne, parce que, encore une fois, bonjour existe dans mon fichier fic. Voilà, il est ici, d'accord. Donc ça, on peut faire ça. Si je fais grep, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux chercher, Toto, voilà, on va mettre ça de fic. Là, on retourne rien, parce qu'évidemment, il ne trouve pas ce mot-là, d'accord. Il n'a pas réussi à extraire l'information, parce que l'information n'existe tout simplement pas. Donc, on peut faire ça. Une autre chose intéressante de grep, c'est les petites options qu'il peut prendre. Il y en a évidemment beaucoup, je vais vous présenter encore une fois celles moi qui me reviennent en tête, parce que si elles me reviennent en tête, c'est qu'a priori ce sont des options que j'ai eu très souvent utilisées et que vous aurez, on va dire, l'usage. Alors la première, comme on a fait tout à l'heure là sur bonjour, ça va être le numéro de ligne. Par exemple, je fais ça, et ça va me retourner également le numéro de ligne du fichier dans lequel il a trouvé l'information. Alors si évidemment il trouvait d'autres numéros de ligne du genre bonjour ici, voilà, il nous indiquera les deux, d'accord, ligne 2, ligne 6, donc ça correspond, d'accord, donc c'est vachement puissant pour retrouver les informations, et ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est une possibilité de grep. On peut travailler de manière récursive, c'est-à-dire si on fait sur un répertoire pour travailler dans les dossiers et sous-dossiers, en utilisant petit r, d'accord, ça c'est pour travailler de manière récursive, hein, pour aller dans les répertoires, des répertoires, etc. On peut également, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ah oui, ce qui sert pas mal aussi, parce que ça faut faire gaffe, j'avais dit que sur Linux, la casse, d'accord, est très importante. C'est-à-dire autant sur Windows c'est pas le cas, autant sur Linux, ce mot-là est différent de, ça aussi je sais pas écrire, voilà, de celui-là, qui est différent de celui-là, qui est différent de, voilà, ce genre de choses. Tous ces mots-là sont différents, ce ne sont pas les mêmes. Donc si vous faites cette fameuse recherche, ici, comme on avait tout à l'heure, pas de problème. Par contre, dès le moment où je change ma casse ici, là il ne me trouve plus rien, parce que le mot bonjour qui commence par une majuscule, il n'y en a aucun. Donc si je veux pas prendre en compte la casse du texte, il suffit de rajouter le petit argument i, comme ceci, -i. Et là, peu importe comment t'écris le mot bonjour, il va le retrouver, d'accord. Donc très pratique aussi si on veut filtrer sans prendre en compte les majuscules, les minuscules, ce genre de choses. Donc c'est un paramètre à connaître. Et ensuite, si on regarde dans le manuel man-grep, on voit qu'il nous indique, donc il y a plusieurs évidemment noms possibles, plusieurs commandes disponibles, qui nous dit donc d'afficher les lignes, d'accord, qui matchent, donc celles qui matchent, donc celles qui valident un pattern, c'est-à-dire un schéma. Et ça doit parler pour ceux qui ont déjà manipulé ou qui manipulent même régulièrement ce qu'on appelle les expressions rationnelles ou par abus de langage les expressions régulières, les fameuses regex. Une expression rationnelle, c'est tout simplement un espèce de schéma qui va permettre de, si vous voulez, filtrer en fait un certain type de données que l'on veut, un mot, un ensemble de mots, un ensemble de possibilités, une certaine répétition ou fréquence de caractères dans un mot, dans un texte, dans tout un tas de choses. Et ça c'est très important puisque justement grep permet de travailler sur des expressions rationnelles. Si vous savez les manipuler, vous pouvez tester grep là-dessus. Par exemple, je peux faire un grep -grand E, donc ça c'est pour travailler sur les expressions rationnelles, et je dis par exemple tous les mots qui commencent par un, alors j'en ai pas plusieurs dans mon texte là, non par un H, si j'en ai regardé, par un H dans fi.txt, et là il me retourne hello et I, d'accord, parce que ce sont les deux que j'ai. Toujours pareil, hein, si je veux, encore une fois, passer les numéros de ligne, on peut aussi les renseigner, il n'y a aucun problème.
Voilà, donc ça, très pratique comme option, tirer grand E pour récupérer via une expression rationnelle, donc là elle est très simple, une certaine information particulière. Ça peut être utile. On peut aussi dire, bah tiens, voilà, par ceci, on peut dire que ça termine par quelque chose. Bref, ça peut être pas mal. Voilà, donc vraiment, ça peut être utile d'utiliser ce genre d'option là sur grep pour travailler avec des expressions rationnelles. Voilà. Alors il y a d'autres options aussi, mais je pense que celles-là sont véritablement les essentielles, donc on s'arrêtera là. Toujours pareil, si vous voulez en voir d'autres, vous faites un man grep et vous regardez, il y a énormément d'options disponibles. Voilà. Donc moi je vous ai montré ça, on voit qu'il y en a pas mal sur les inversions. Oui, on peut faire par exemple ignorer, je crois que c'est le -v, voilà, -v qui est l'inverse en fait, c'est-à-dire que lui va ignorer en fait certaines parties, donc c'est pas mal. Voilà, ignorer un mot en fait plutôt que de le chercher, donc ce genre de choses. Voilà, on peut chercher suivant un nom de fichier ou pas, donc il y a beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser là-dessus. Donc faut vraiment prendre l'habitude en fait d'utiliser les manuels, hein. C'est très important. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucun intérêt de tout connaître par cœur. Vous ne pourrez pas de toute façon connaître toutes les commandes par cœur avec toutes leurs options et toutes les toutes les choses que vous pouvez faire pour chaque commande, c'est juste impossible. Donc prenez l'habitude dès le départ d'utiliser le manuel et de ne pas retenir forcément tout par cœur, ça n'a encore une fois aucune utilité. Donc on va faire ça. Pour grep, bah écoute, on va s'arrêter là pour grep, alors on va le réutiliser juste après parce que grep s'utilise beaucoup avec quelque chose. On a vu que jusqu'à présent, si on fait par exemple ça, bon l'information c'est bien, on l'affiche, mais on n'en fait rien, pas forcément utile. On pourrait éventuellement, encore une fois, bah, l'enregistrer, hein, toujours pareil, dans un fichier. Pourquoi rest? Non, rest.txt. Et dans ce cas-là, bien sûr, voilà, je récupère mon résultat, d'accord? Mes lignes 1 et l'eau, 3i. Vous voyez, on trouve les informations ici. Donc on peut faire ce genre de choses, mais c'est pas tout, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette information qui a été trouvée et du coup extraite, d'accord, on a véritablement extrait l'information sans l'enlever bien sûr du fichier d'origine. On a extrait en fait une copie. Hein. Ça veut pas dire par exemple du fichier fic, on a retiré LO et I. Non, on l'a laissé bien sûr, mais on a juste fait une copie, donc on a fait une extraction. On a filtré pour récupérer le résultat, et après ça, bah, on peut en faire quelque chose. Comme vous avez vu dernièrement qu'on pouvait enchaîner des commandes, par exemple de dire bah tu me fais ça, genre 4, c'est-à-dire que tu affiches le contenu de fic.txt, et au final ça, tu le suis par exemple avec autre chose, du genre tu fais sur ce retour-là une certaine commande, et on mettait une petite barre verticale pour enchaîner comme ça des commandes, les unes à la suite des autres. Donc ça c'est une possibilité. Là où ça va être intéressant, c'est que nous avons possibilité de trier l'information, d'accord? Alors là, si je fais donc juste ça, d'accord, j'ai mon fichier tel qu'il est présenté, ok, tel qu'il est, et si j'utilise la commande sort, c'est une nouvelle commande que je vous montre dans cette vidéo, sur mon fichier, il va trier les informations, voilà, d'accord, par ordre alphabétique. Alors attention, pour les nombres, c'est un petit peu particulier. Par exemple, si vous avez des chiffres, simplement genre 1, 2, 3, 4, etc., il pourra les trier sans problème de manière alphabétique, en fait, puisque les chiffres se suivent. Par contre, si après on a des 10, 11, etc., là, il va y avoir un problème. C'est-à-dire, par exemple, il va trier 1, il va faire 10, 11, etc., et ensuite, une fois qu'il aura passé tous les 1 en dizaines, il va passer au 2, ce genre de choses. Donc vous n'aurez pas un tri réaliste. Donc si vous voulez un tri par rapport à des nombres, il faudra passer l'option "-n" pour les numbers, voilà, pour les nombres. Ça, c'est pour véritablement trier les nombres comme il faut. Donc moi, j'ai pas des nombres dans mon fichier. Je vais pas vous créer un fichier avec des nombres. Je pense que vous avez bien compris le principe. Alors sort, donc vous voyez grosso modo comment ça marche. On met le nom de la commande, on met le nom du fichier que nous voulons trier, d'accord, ou l'information en tout cas que nous voulons trier. Ça fonctionne très bien. Ce qu'on fait sur un fichier, mais on pourrait très bien faire sur autre chose. Hein. D'accord, on n'est pas obligé de faire sur un fichier. C'est juste que sort trie ce qui vient juste après. Donc là, nous on le fait sur un fichier. On peut évidemment utiliser d'autres options, d'accord. Alors, nous, ce qui va nous intéresser aussi, donc là on a vu pour faire un tri par exemple par ordre alphabétique, on peut dans certains cas par exemple avoir besoin de faire un tri aléatoire. Ça peut sembler bizarre, hein, de dire on trie des informations de manière aléatoire, en bref on les mélange. Ça, vous avez par exemple des informations triées, et vous faites l'inverse, au lieu de les ranger, bah, vous les mettez complètement en aléatoire. Et pour ça, on fait simplement un -R pour random, d'accord, ça va randomiser, donc un randomize, hein, ça va ranger de manière aléatoire les informations. Et si je fais ça, on voit que tout est rangé de manière aléatoire. Si je relance la commande, vous voyez que ça reprend un autre ordre. C'est de l'aléatoire, donc évidemment on n'a jamais le même résultat. Voilà, donc ça c'est à connaître, le grand R, d'accord, un peu le -R pour avoir un trait aléatoire. On peut stocker éventuellement aussi alors vous savez quand on fait par exemple, comment je peux faire ça? Voilà, ça. Sorte de fic.txt, d'accord, si je fais ça, ça m'envoie le résultat dans le terminal. On sait qu'avec les flux de redirection, qu'on peut rediriger le résultat d'une commande dans un fichier. En faisant encore une fois res.txt, d'accord. Et du coup, dans res, on aurait le fichier d'avant, mais trié. Pour éviter de devoir faire ça, en tout cas au niveau de sort, vous avez la possibilité d'utiliser un argument. On peut faire -o, du coup vous passez votre fichier là, et puis après vous faites là-dessus.
Ou inversement, vous pouvez très bien faire fig.txt -o de out.txt par exemple, d'accord? Il n'y a absolument aucun problème. Donc ça revient à la même chose, sauf que c'est pris en fait directement via la commande sort. Ce n'est plus ici l'utilisation d'un flux de redirection, on passe juste par une des options de la commande sort. Donc c'est bien de le savoir, je pense. C'est toujours un petit plus quand on ne veut pas s'embêter. Et voilà. Voilà pour ça. Est-ce que je peux vous montrer autre chose? Bah non, pour sort de toute façon, ça a l'air d'être... Attendez, on va regarder un petit peu vite fait qu'est-ce qui peut être intéressant. Parce que je dis, moi non plus, hein, je connais pas forcément tout par cœur, je me souviens pas forcément de tout non plus. Hein, je vous avoue que je me sers pas de sort tous les jours, donc j'ai forcément oublié certaines choses. Mais vous pouvez du coup trier sur beaucoup de cas. Voilà, on peut faire par exemple du tri inverse, vous voyez, tri tiré petit r, ce genre de choses. Voilà, donc on peut... Il y a plusieurs en tout cas options disponibles en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez faire plus que ça, mais en tout cas moi ça me semble en tout cas ça l'essentiel, d'accord, de ce qu'on peut faire avec cette commande de tri. Du coup, rien ne m'empêche bien sûr de faire comme tout à l'heure, faire par exemple tirer grand E, tout ce qui commence par un H dans fig.txt, et ça tu me le tries, vous voyez, directement, je mets juste un sort, parce qu'il va récupérer ce contenu là, et c'est ça en fait qui sera le fameux fichier en fait, grosso modo, que sort doit trier. Voilà. Donc ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Parce que vous voyez que grep s'utilise pas forcément tout seul. Pour enlever des doublons, voilà, ça peut être pas mal aussi. Du genre, on fait... Alors, on va le faire sur un... C'est surtout qu'il faut le faire sur un fichier trié, très important, ça c'est ouais, le petit truc à pas oublier. Donc on va faire par exemple sort fig.txt, d'accord, -o dans out.txt, voilà. On a donc notre fichier de départ, je vous remontre hein, vite fait, ok. On a le fichier trié, out.txt, d'accord, et on voit qu'on a deux fois bonjour. Si vous avez besoin d'enlever les doublons dans un fichier trié, comme ceci, vous avez une autre commande pour le faire, qui est, pas wc, j'ai n'importe quoi, qui est unique, d'accord. Et là vous faites tout simplement ceci, et vous récupérez tout ça. Alors, si on veut faire un nouveau fichier, bien évidemment, on n'oublie pas de rediriger via un flux de sortie, voilà. Et là, nous avons le fichier trié, mais avec une seule fois l'occurrence bonjour. Donc voilà, très rapide, je vous montre ça vite fait, hein. C'est je pense très simple à mettre en place, donc il n'y a pas besoin de voir plus que ça. Voilà, pour tout ce qui est doublon, c'était pas mal utile par rapport à ça. Alors Unix, pareil, je peux peut-être vous montrer quelques options aussi sur Unix, il y a quand même des petites choses utiles. Du genre on fait un unique-c sur fig. Ah mince, il me l'a, attendez. Ah non, c'est bon, voilà, vous voyez, bonjour, etc. On l'a ici, d'accord. Et ce qu'on peut faire... D'accord, il me prend pas les lignes en double, bon bah très bien, c'est bon. Alors, ce qu'on avait vu ici, d'accord. Pour cette partie-là, voilà, donc ça on va rester là-dessus pour la vérification des doublons et surtout leur suppression. D'accord, on peut supprimer les doublons, mais toujours pareil sur un fichier trié. Donc il faut vraiment travailler sur un fichier trié. Donc en fait, j'aurais dû directement faire sort de fig.txt -o dans res.txt. Voilà, et du coup, de faire un unique-c de res. Voilà. Et là, vous voyez que bonjour, comme il a été trié, on l'a bien ici. D'accord, il nous indique qu'il y a deux occurrences de bonjour. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas la commande. Je trouvais bizarre mon résultat qui mette 1 et 1. Oui, c'est parce que j'avais pas trié mon fichier. Donc il faut évidemment utiliser unique sur un fichier trié, hein, très important. Il faut pas se tromper avec ça. Voilà. Donc vous avez comme ça le nom d'occurrence que vous avez sur le fichier. On peut éventuellement virer ça et il vous montre voilà les mots qui sont en double en fait, en triple, en quadruple, peu importe, il vous les affiche seulement. Donc là, comme il n'y a que bonjour qui se répète dans mon fichier, c'est le seul résultat que nous obtenons, c'est bonjour. Et il affiche pas le reste, puisque le reste on l'a qu'une seule fois, c'est unique. Voilà pour cette commande unique. Donc on a, qu'est-ce que je vous ai montré? Grep. Au niveau de la recherche, je vous ai vu tout, on a abordé en tout cas tout ce que je voulais vous montrer. Au niveau de grep, on a fait le tour en tout cas. Pour sort, a priori, j'avais pas grand chose d'autre à vous montrer non plus. Et ce qui peut être pas mal, c'est au niveau des lignes. Le WC, justement, tout à l'heure, j'avais tapé. Voilà, pourquoi j'avais tapé WC? Je voulais faire un WC à la place d'unique. Alors WC, parce que je vais pas forcément vous le montrer en vidéo, mais du coup on va le voir, parce que bon, apparemment, je sais pas, j'ai voulu taper WC pour vérifier pour supprimer les doublons. Ça va être tout simplement un compteur. Il va compter le nombre de lignes. Donc par exemple, si je fais WC de fig, voilà ce qu'on a, d'accord? On a, grosso modo, ici,
le nombre de lignes, donc on va vérifier ça. Voilà, on a bien 6 lignes, d'accord, pour mon fichier, donc ça correspond. On a le nombre de mots, donc on va avoir 7 mots, ce qui est normal parce que dans au revoir on a bien 2 mots, d'accord, donc on a un mot de plus. Et on a ensuite le nombre d'octets, voilà, mon fichier fait 41 octets. Alors, je sais pas, c'est pas forcément précis, hein, exactement précis, mais regardez là, il met bien 41 octets, en bas à droite, hein, là, de l'explorateur, et on a bien 41 qui est donné ici. Voilà, donc c'est plutôt pratique comme information, et normalement WC permettait aussi, il me semble, de récupérer que l'une ou l'autre, c'est-à-dire par exemple d'avoir juste le nombre de lignes, juste le nombre de mots. Alors ça doit être genre WC -C, qu'est-ce qu'il me rend? Voilà, -C il rend le nombre d'octets, d'accord. Un gros W je crois pour Word. Voilà, ça c'est le nombre Word, donc -W pour Word, -C pour le nombre d'octets. Et pour line, bah du coup ça va être logiquement -L pour line, voilà. Donc le nombre de lignes seulement -L, le nombre de mots -W et le nombre d'octets -C. D'accord, si vous voulez avoir qu'une seule des informations pour le fichier en question. Et si vous mettez la commande par défaut, ça vous rebalance les 3 infos. Voilà. Donc ça peut être utile éventuellement. Donc WC, j'avais pas forcément prévu de vous le montrer, parce qu'encore une fois, je vais pas vous montrer toutes les commandes qui existent, mais du coup, bah, maintenant vous saurez un petit peu ce qu'elle permet de faire. Et on va terminer, parce que ça par contre c'est une commande que je voulais vous montrer. Hein. Grosso modo, je voulais surtout vous montrer find, d'accord, grep, sort, parce que sort quand même bien à connaître, et cette dernière commande que nous allons voir pour terminer la vidéo, qui est cut, la commande pour couper en fait des éléments. Et ça c'est une commande aussi très importante à connaître, qui permet de faire tout un tas de choses. Là, moi, l'exemple que je vais vous montrer, bah, c'est par rapport à grep, tout à l'heure, quand on faisait sur le fichier, donc genre n, et qu'on mettait fig.txt. Alors, -n, on cherchait par exemple un mot qui commençait par h. On avait ce genre d'information là, d'accord? Alors même, plutôt que de faire juste ça, je peux par exemple dire un mot qui commence par a, comme ça j'ai au revoir. On voit qu'on a le numéro de la ligne, 2 points, d'accord, et ensuite ça, tout le temps. Donc il utilise les 2 points comme un délimiteur. Et bien avec cut, on va pouvoir éventuellement couper l'information selon le délimiteur. Pour l'utiliser, voilà comment on va faire. Alors je vais reprendre la commande que j'ai ici, et je vais me servir de ce résultat pour travailler avec cut, d'accord. Sinon je pourrais passer par un fichier ou autre, ou une information donnée à cut. Moi je le fais depuis le résultat, donc la sortie de la commande grep qu'on a fait juste avant. Et ça, je vais utiliser l'option -D pour délimiteur, et lui dire le délimiteur que je veux. C'est le fameux 2 points. À partir de là, tout le résultat que j'ai ici, que ce soit encore une fois un fichier, la sortie d'une autre commande ou autre, sera coupé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un délimiteur ici, on va créer du coup un nombre de colonnes. Là, on aura du coup une colonne et une deuxième, puisqu'on n'a qu'un seul délimiteur de points. Donc à partir de là, pour choisir de récupérer l'une ou l'autre des colonnes, je passe l'option -F et j'indique le numéro de la colonne. Si je veux récupérer le numéro de la ligne, je mets -F1. Donc je récupère que le 4, et si je veux récupérer ce qui vient après le délimiteur, je mets 2, la deuxième colonne, et je récupère que le mot. Donc ça peut être pratique aussi, à voir dans quel cas vous pourrez en avoir l'usage, mais ça peut être sympa. Voilà, on peut éventuellement aussi couper avec -C, permet de couper par exemple suivant le nombre de caractères, ce genre de choses. On peut faire ça aussi, du genre on a ceci, et ensuite on coupe, je sais pas moi, alors peut-être pas comme ça non plus. Est-ce qu'il va falloir prendre l'information? Je sais pas s'il va vouloir la prendre complètement. Non, il veut pas la prendre ici. Genre on va lui passer cut en fait -C. Et on va lui mettre genre 1.3 et mon fichier ici. Voilà. Et là vous voyez, il prend en fait du premier caractère, donc au troisième, donc 1, 2, 3 en fait, par rapport à tout mon fichier là. Et chaque ligne, bah, il coupe en fait, si on regarde FIC, les 3 premiers caractères. Donc L de hello, bon de bonjour, etc. Voilà. Donc ça récupère que les 3 premiers. Bon, ceux qui en ont pas 3, comme vous voyez, eh bien du coup il prend que ce qu'il peut prendre. Hein. Voilà. I, etc. Il prendra que ça. Voilà, donc ça le -C pour pouvoir récupérer une certaine partie de caractère. Donc faut faire attention au niveau des options, parce que vous avez vu tout à l'heure pour le WC, quand on mettait l'option -C, c'était pour récupérer le nombre d'octets, alors qu'on voit que là le C, ça fait référence à un nombre de caractères. Donc attention, parce que des fois, autant les options, elles sont faciles, elles sont logiques, on va dire, dans le nom, autant des fois, elles ne sont, enfin, c'est pas qu'elles sont pas logiques, parce qu'elles le sont, mais elles ne sont pas forcément identiques d'une commande à l'autre. Donc je sais pas d'ailleurs ce qu'ils ont mis dans le man sur cut, au niveau du nom du -C. Character, donc ça c'est normal, mais c'est pas pour lui, c'est pour WC du coup que je voulais regarder.
D'accord, voilà. Ah oui, d'accord, c'est pour counts, ok. Donc ils mettent en fait, vous voyez, "-c" pour eux. Eux, ils ont choisi le C pour counts, en fait, le fait de compter le nombre d'octets. Voilà, donc vous voyez, des fois ça peut être logique, d'autres fois non. Et on se rend compte d'ailleurs que la commande longue du "-c", bah, c'est bytes. Donc quelques pour le coup est plus logique. Parce que c'est pareil, moi je vous montre toujours les options courtes, mais comme vous voyez à chaque fois, il y a toujours des options longues qui sont correspondantes. Hein. Que vous utilisez "-c" ou un double tiret et bytes, c'est la même chose. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Il y a une commande plus explicite qu'une autre. En fonction. Moi, je vous avouerai que j'utilise quand même pratiquement tout le temps les commandes courtes. Des fois, ça m'arrive, par exemple, genre quand je cherche un numéro de version. C'est vrai que j'ai plus l'habitude, par exemple, de faire ceci, Python-version, d'accord. Quand on programme, par exemple, de faire la même chose. J'ai pris cette habitude-là, je sais pas pourquoi. Et par contre, en général, pour les commandes quelconques, pour le système, bah, je prends en général les options courtes, voilà, toujours. Comme GCC, quand on fait du tiret ou autre, on reste sur des options courtes, quoi. Donc voilà, donc ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est des habitudes qui sont restées au fil des années, donc peu importe. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez hein, les options courtes, les options longues, donc vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, hein, c'est vous qui voyez. Moi en vidéo, je vous montre évidemment que les courtes, si vous voulez apprendre les versions longues, bah, il suffira de regarder dans les manuels qu'est-ce qui correspond, d'accord. Parce que d'autant moi, il y en a sûrement plein que je ne connais pas, puisque je les utilise, voilà, je les ai jamais utilisés pour la majorité. Donc je connais que les raccourcis, enfin que les options courtes. Voilà, et puis je pense qu'on va s'arrêter là, on aura vu beaucoup de choses hein, sur cette vidéo, je voulais de toute façon me concentrer hein, principalement sur ça, sur de la recherche, du tri, du coup bon bah du filtrage, de l'extraction et ce genre de choses, mais ça rejoint un petit peu tout ça, c'est grosso modo, on travaille sur des données qu'on va chercher, qu'on va manipuler tout ça, et après on peut éventuellement trier ces infos là et faire tout un tas de choses là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura permis d'apprendre pas mal de commandes. Pour tout ce qu'on voit de toute façon sur ces cours Linux, n'hésitez pas à noter, d'accord, noter quelque part dans un fichier texte, sur un bloc-notes, sur un cahier, n'importe quoi, toutes les commandes qu'on voit au fur et à mesure, d'accord, des vidéos. Pour savoir, voilà, bah, dans telle séance, j'ai abordé ces commandes-là, dans cette séance, j'ai vu ces commandes-là. Moi d'ailleurs, c'est ce que je fais pour mes cours, c'est-à-dire pour avoir préparé cette formation au GNU Linux, pour être sûr d'avoir vu, en tout cas, toutes les commandes que je voulais vous montrer, eh bien, j'ai organisé mes cours comme ça. J'ai voilà, bah, dans tel cours, je veux qu'on aborde ça, et je vais du coup montrer ces commandes-là. Et dans ce cours-là, je veux ces commandes-là. Même si, bon, comme vous voyez, par exemple, WC, j'avais pas forcément prévu de vous le montrer en vidéo. Et puis finalement, bon, bah, comme je me suis trompé tout à l'heure, au lieu de mettre unique, j'ai mis WC. Et bien, au final, ça m'a permis de vous la montrer. Donc, comme quoi, des fois, voilà, on arrive à... Vous avez eu du rab, quoi. Vous avez eu du bonus pour cette vidéo. En tout cas, je vais vous laisser là. On se retrouvera du coup pour une prochaine séance. On continuera de voir d'autres choses. Il y a encore évidemment plein de commandes. On est très loin, évidemment, de la fin de ce cours. Il y a encore beaucoup de choses à voir. J'espère que ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires, tout ça, s'il y a le moindre problème. Et comme toujours, bah, mettre en pratique toutes ces petites commandes-là. Faites-vous plein de fichiers. Testez sur même un véritable système que vous utilisez au quotidien, pour voir un petit peu si ça peut vous faire gagner du temps et vous faciliter la vie dans vos recherches, dans le traitement en tout cas de pas mal de données sur vos fichiers. À bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo sur GNU Linux.